Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast du blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une des œuvres du grand Shinichiro Watanabe, car aujourd'hui nous allons parler de Terror in the Resonance. Et pour cela, et pour faire sauter les bombes avec mon meilleur ami, le très cher Juju Bafi, qui va nous parler aussi de Terror in the Resonance. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un animé un peu spécial, car nous allons parler de l'avant-dernière production de Shinichiro Watanabe, Terror in the Resonance, aussi connu sous le nom de Zankyo no Terror, en japonais, bien entendu. Une petite série de 11 épisodes, très vite vue, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Simple et efficace. Simple et efficace et qui se voit vraiment d'une addiction hallucinante. Moi j'avoue, j'ai regardé le premier épisode et j'ai fait péter tous les autres derrière. Vraiment exceptionnel. Donc nous allons quand même résumer, expliquer un petit peu ce qui se passe dans Terror in Resonance. Alors, n'est-ce pas? Tu veux que je le fasse? Oui, vas-y, je t'en prie. Allez. Donc pour faire simple, alors nous sommes dans Tokyo. Oui, tout à fait. Et du coup, Tokyo qui va être frappé par des attaques terroristes. Tout à fait, oui. Par deux protagonistes qui se font appeler les Sphinx. Oui, tout à fait. Qui sont 9 et 12, en fait, qu'on apprendra après leur nom. C'est deux adolescents. Deux ados, ouais. Et qui ont survécu à un incident inconnu. Tout à fait. On saura peut-être plus tard. Voilà, il y a tout un passé, il y a tout un passé qui est très secret, dont on a des bribes au fur et à mesure des épisodes. C'est vraiment très bien amené. Donc du coup, ils décident de réveiller le monde à coup d'attentat et pour peut-être apparemment faire passer un message, parce que chaque bombe qu'ils posent, c'est toujours signé de Von, c'est ça, je crois. Oui, tout à fait. Von, voilà. Et bien entendu. Et chaque bombe a une énime, il se filme en vidéo, il balance des énigmes où se situe la bombe. Donc du coup, s'ils trouvent l'énigme, les gens peuvent aller la désamorcer, sinon tant pis pour eux. Tout à fait. Et petit détail, ils essayent jamais de tuer des personnes en fait. Ils essayent juste de faire des dégâts. Oui, et c'est là tout le génie en fait de ces deux personnages. C'est qu'ils réalisent des attentats qui ne font aucune victime à chaque fois. Voilà. Et du coup, donc là, c'est deux adolescents très intelligents. Bien entendu. Et du coup, chez la police, il y aura un homme très intelligent aussi, Shibazaki, qui va s'occuper justement de essayer de résoudre à chaque fois, en temps et en heure, les fameuses énigmes. Tout à fait. C'est toute cette Et justement, c'est un des premiers gros arcs de cette série. C'est vraiment la lutte. Voilà, ce qui ressemble de ce flic, de ce flic et de ces deux gamins, quoi. Ce qui ressemble un peu à Dishno dans le sens où combat d'énigmes entre de méchants et les gentils en niveau intelligence, quoi. Tout à fait. Ça y ressemble beaucoup. Tout à fait. Le scénar, quoi, en quelque sorte. Alors c'est pas le scénar, mais je veux dire on va peut-être continuer, en parlant du scénar. C'est ça qui est très fort en fait, c'est que on va un petit peu parler déjà de Shinichiro Watanabe, le papa bien entendu de Samurai Champloo, de Cowboy Bebop, et il venait juste de faire avant Space Dandy. Et en fait Space Dandy, si pour ceux qui ont vu la série, c'est vraiment de la grosse déconnade. C'est vraiment une série très comique. Et derrière ce type-là, ce diable de Watanabe, il nous fait une série comme Terror in Resonance qui est ultra sérieuse, où on se prend des claques à chaque épisode, quoi. Et c'est vraiment hallucinant, quoi. Et justement, pour revenir au scénario, ce qui est formidable avec Watanabe, c'est que c'est quelqu'un qui va récupérer des références, que ce soit de la culture japonaise, je dirais du manga, du seinen japonais, tout comme il va récupérer en fait un petit peu de références à David Fincher, à Tarantino, à des mecs comme d'autres en fait, comme tant d'autres en fait. Et en fait, il va réussir à mixer ça. Donc, ce qui est génial dans Terror in Resonance, c'est que on retrouve énormément de références, mais il va jamais les utiliser comme on l'attend. Et c'est là aussi sa force. C'est qu'à un moment donné, il y a des trucs qui vont nous rappeler Seven, par exemple. Ouais.
mais finalement c'est pas Seven quoi. Et c'est ça qui est fort. Il y a des moments donnés, il va nous rappeler par exemple un Urasawa avec Monster par exemple, et finalement c'est pas Monster. On se dit tiens, hein, il va faire juste une pâle copie de ce truc-là, mais non, il sublime justement la copie. Et c'est ça qui est fabuleux avec Watanabe, c'est qu'on l'attend jamais là où il veut nous amener quoi. Surtout que finalement tous ces personnages principaux sont des stéréotypes qu'on a déjà vus. Enfin moi personnellement par exemple l'héroïne Risa Mishima, j'ai vraiment cru que c'était l'héroïne de Lane qui s'était paumée quoi. Tu vois ouais. Pareil par exemple pour Nine qui est vraiment le stéréotype du beau gosse un peu glacial, un peu froid qu'on peut voir dans tous les shoujo. C'est vraiment hallucinant quoi. 12 aussi, c'est vraiment le personnage même du héros shonen un petit peu très jovial. Là c'est un peu l'inverse de Nine d'ailleurs, Nine qui est plutôt sérieux, plutôt le mec très jovial, très foufou, toujours enclin à se faire des amis, à se faire c'est vraiment la personnage, le rayon de soleil quoi de ce duo là, donc c'est vraiment assez intéressant quoi. Et surtout qu'ils vont rencontrer Lisa. Oui, tout à fait. Donc voilà la fameuse Lisa ou Risa Mishima, voilà. Voilà on va dire qu'il a sauvé entre guillemets parce qu'il avait posé la bombe à côté d'elle, je crois c'était ça. Ouais, elle était coincée. Oui, elle était coincée, donc du coup le fameux 12 l'a sauvée. Ouais, ils étaient obligés de la faire sauter quoi. Mais du coup comme c'est la seule qui sait leur visage en gros. C'est ça. Mais bon, elle a l'air un peu paumée quand même aussi. Donc... Elle va devenir la complice de nos deux héros, un petit peu malgré elle quoi. Ce qui embête Nine parce qu'il a dit que ça va être un truc à problème de se lier avec quelqu'un. Tout à fait, ouais. Vaut mieux rester qu'à deux et rester en plus c'est une fille, on peut avoir une histoire d'amour. Oui, bien sûr. Il y a ce trio là, ouais. Il y a ce trio là justement qui va très très vite se former dès le premier épisode quasiment. Où justement 12 va prendre la défense de Lisa quoi. Parce que Nine la veut pas. Et parce que cette pauvre fille justement, elle est martyrisée par ses camarades de classe, elle est opprimée par une mère hystérique qui a été abandonnée par son mari quoi, par le père de Risa. Donc elle est complètement dans un univers anxiogène, c'est vraiment facilement comment dire, facilement la foutre dans ta poche quoi, donc du coup c'est pas non plus un gros danger quoi. Oui, voilà. Parce qu'en fait, au départ, on se dit, ouais, machin, elle a un peu de la classe, elle a du charisme, c'est un peu la beauté froide, elle aussi, au début. Ouais. Et petit à petit, en fait, nos deux héros, enfin, surtout 12, qui va continuer à entretenir sa relation avec elle, va un petit peu la sortir un petit peu de toute cette merde-là, quoi. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, c'est carrément l'héroïne shonen un peu nunuche, quoi. Mais c'est qui ça. Est complètement, complètement un peu nunuche, un peu maladroite. Donc c'est assez rigolo. À la fois, qui va quand même arriver à les aider, mais à la fois être un peu un obstacle aussi pour eux, quoi. Ça a double tranchant. Oui, parce que voilà, des fois oui, parce que justement, eux ne voulaient pas se lier, je dirais amicalement ou même sentimentalement avec quelqu'un de l'extérieur, on va dire, que leur duo. Et du coup, c'est vrai que cette Lisa va amener justement cette petite faille peut-être qui va être exploitable pour justement coincer nos deux protagonistes. Donc c'est super bien amené au niveau du scénario. On a vraiment l'impression en fait de suivre un film de serial killer où le serial killer va donner des indices sur son prochain meurtre. Sauf que là, en fait, c'est des terroristes qui vont donner des indices sur leur prochain attentat. C'est ça. Toujours en fait. Il y a des espèces, des séries d'énigmes de toute manière dans les premiers épisodes sont absolument travaillées avec un soin tout particulier parce que tout est autour en fait du mythe d'Oedipe, donc de la mythologie grecque, et moi j'ai adoré ça. Franchement, je suis régalé. Jusqu'à justement leur nom de scène, je dirais, qui est Sphinx, donc le fameux monstre qui a posé la fameuse énigme à Oedipe. Et c'est vraiment tout tourne autour de ça, et ils ont réussi, et c'est ça qui là où Watanabe est encore fort, c'est qu'ils ont réussi à le transférer en fait sur le Japon en fait. C'est-à-dire que le mythe d'Oedipe va carrément faire appel aussi à quelque chose en fait à de la mythologie qui est très japonaise aussi. Et ça, j'ai trouvé ça excellent quoi. Par exemple, je crois que c'est la 3e énigme qui va carrément faire appel à la déduction en fait de Shibazaki, pour faire en fait le rapport avec un mythe qui est purement japonais et qui ressemble énormément à celui d'Oedipe. Ouais. Ça c'est génial quoi. Donc voilà un petit peu pour le développement un petit peu de cette histoire et tout ça.
Bon, bien entendu, on va un petit peu parler de l'équipe. Oui. On a déjà parlé de son réalisateur, de son scénariste, Shinichiro Watanabe, bien entendu, connu pour Kid on the Slope, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, voilà. Tout ce que ce mec-là a touché, de toute manière, ça a fait des séries à succès. Bien entendu, il est secondé en cela au chara design par Kazuto Nakazawa, qui a bossé aussi sur Blood Plus et une autre série qui va nous faire plaisir à tous les deux, Hunter x Hunter. Oui. Très bonne Donc série. voilà, hein, pas des manches. Oui. C'est pas. C'est sûr. Le studio d'animation n'est autre que MAPPA, qui moi m'avait régalé avec Tiger and Bunny. Très très bonne série aussi de super-héros, à la japonaise, que j'ai vraiment kiffé et qui était de très très bonne qualité. Et j'ai aussi énormément apprécié Karas, qui est aussi une production de MAPPA. Bien entendu, aux musiques, pour ne citer qu'elle, car Shinichiro Watanabe ne sort jamais sans Sayoko Kano. Il fait des musiques, qui nous livre des musiques, mais alors absolument incroyables encore une fois. Une espèce de BO tout en discrétion, mais qui est quand même là. D'une poésie et d'une mélancolie, mais qui nous transporte avec délectation d'une scène à l'autre. C'est vraiment incroyable, quoi. Là, elle a encore fait un truc de fou, Yoko Kanno. Donc voilà un petit peu pour l'équipe qui s'est constituée autour de Terror in the Resonance. Donc sur ce, je vais te poser la question à 10 000 €. Mais quel est ton personnage préféré de Terror in the Resonance? Car les personnages sont absolument succulents. Moi j'aime bien le flic. Ah, Shibazaki. Ah, le fameux Kenjiro Shibazaki qui est absolument incroyable. Ouais. J'avoue que là, c'est un peu par la force des choses. Et Parce c'est ça qu'il qui est drôle. c'est vraiment le mec, l'air baba cool qui a l'air simple. Non mais simple, je veux dire, il a pas l'air le mec super intelligent comme ça en le voyant. Ah, c'est sûr que voilà, c'est ça qui est génial, c'est que c'est le flic maudit. Voilà, c'est l'archétype du flic maudit, Shibazaki. Surtout qu'il y tient à cette enquête parce qu'il a eu une enquête précédente où ça s'est mal passé pour lui. Tout à fait. Et du coup, il tient vraiment, surtout quand on veut essayer de lui enlever vers la fin, il va absolument tout faire pour regarder, quoi. Voilà, ouais. C'est un flic qui est super intéressant, Shibazaki. Parce qu'il il a compris que c'est des terroristes, mais ils sont pas vraiment des terroristes méchants, quoi. Tout à fait. Le message que veut faire passer le 12-9, il arrive à le comprendre vers la fin. Il essaie en gros, de les aider en quelque sorte. Ouais, il est le seul. C'est ça qui est intéressant avec ce flic justement, c'est que ce mec-là a carrément été mis dans un placard. Dès le début, on le comprend en fait. C'est ça qui est fabuleux. Ouais. Dès qu'on le voit la première fois, on comprend que ce mec-là a été foutu dans un putain de placard. Et justement, il est avec une espèce de coéquipier, mais qui est justement tout l'opposé de lui, quoi. Qui est vraiment le flic, qui est vraiment le flic qui est le flic qui est là, c'est le fameux Mukasa. Le Mukasa qui est vraiment là pour faire ses heures et puis faire son petit boulot d'archiviste et puis terminer, quoi. Et en plus qui fout rien au boulot parce qu'il est en train de regarder des vidéos sur internet. Et d'ailleurs c'est ça qui est assez rigolo, c'est que c'est lui en fait le premier à tomber sur la première vidéo du fameux duo de Sphinx. Donc c'est assez rigolo parce que c'est là qu'on voit de suite que Shibazaki a compris que c'était pas une connerie cette vidéo. Et que il ne doit pas sous-estimer justement ces deux adolescents en fait. Voilà, c'est ça. Parce que il comprend là où justement le reste de la police semble se dire que ces deux ados sont manipulés par des mecs qui sont derrière, qui sont beaucoup plus importants, qui font partie d'une organisation plus importante. Il va y avoir beaucoup d'obstacles qui sont surtout des gens de son équipe, quoi. C'est petit à petit que certains membres vont venir avec lui et puisse avoir confiance finalement à Shibazaki que le reste de la police. Et alors c'est génial parce que ce mec-là a l'air d'une poubelle au premier abord. Et en fait, on se rend très très vite compte que ce type-là faisait partie de l'élite avant. Que c'était le meilleur flic, quoi. On l'appelait Shibazaki, la lame de rasoir, quoi. Tu vois, c'est pas rien, quoi. Enfin, c'est génial, quoi. Le mec d'un coup prend 10 points de plus en charisme, quoi. Quand t'apprends un petit peu son passé, quoi. Et ce type-là, en fait, va être vraiment, par la force des choses, l'antagoniste, mais à la fois le protagoniste de la série. Parce qu'il est l'antagoniste, car il est, en fait, quelque part, l'adversaire, l'un des premiers adversaires sérieux de nos deux héros.
nos deux héros sont quand même des terroristes, donc il en est aussi le protagoniste, parce qu'il va empêcher, justement, il sera l'un des rares à empêcher certains des attentats. Oui, c'est ça. Et ça, c'est fabuleux, car il est aussi l'un des rares à comprendre toute la psyché, on va dire, de nos deux personnages, qui sont des génies, hein. Ah oui, qui sont deux génies, quoi. Donc il est le seul quelque part à comprendre un petit peu leur psyché, à savoir là où ils veulent en venir, parce que on comprend très vite qu'ils font sauter que des gros bâtiments administratifs ou des gros bâtiments emblématiques. Oui, le premier bâtiment auquel ils s'attaquent, c'est quand même la mairie de Tokyo, quoi. Donc c'est pas rien. Après on voit qu'ils s'attaquent à un commissariat, mais quelque part en fait ils donnent une autre, en fait, quelque part derrière tous ces attentats, ils donnent en fait d'autres sites, en fait, qui ramènent justement à leur fameux passé, justement. Voilà, et donc, dans le seul qui va comprendre justement ce message-là, c'est Shibazaki, qui sera à la fin justement le seul à enquêter sur le passé de nos deux personnages. Ouais, et ça c'est fabuleux, quoi. Et après on peut parler d'un nouveau perso qui arrive aussi vers le milieu. Ah, qui s'appelle Five. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en trop en dire. Rien que le nom le Five. Joker. Bah écoutez, c'est simple, c'est le Joker. Parce que si vous comprenez, voilà, Five, les autres s'appellent 9 et 12, donc vous comprenez que bon, il y a un lien, quoi. Il y a un lien. Mais après on n'en dit pas plus, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Attends, non, mais si, on va dire quand même que, on va dire quand même que c'est un personnage féminin. Féminin qui est là pour leur foutre des bâtons dans les roues. Ah, et c'est magnifique. Voilà. C'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment le personnage, un petit peu, tu citais Death Note, mais c'est vrai qu'il y a quelque part, il y a Death Note dans Terror in Resonance. Non plus, parce que vraiment, on sent que Watanabe aussi c'est inspiré de tout ça, de Death Note, de Urasawa, voilà, il s'est vraiment inspiré de tout ça, vu que la série est venue bien après, toutes ces œuvres-là aussi, seinen. Et quand on voit arriver Five, voilà, qui fait partie du FBI, elle a presque l'introduction est fabuleuse, parce que voilà, oui, tout à fait, l'introduction déjà de ce personnage-là est magnifique. On a l'impression de voir débarquer elle, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, elle vient d'un groupe d'américaines de la FBI. Eux, ils enquêtent par contre pour récupérer un truc que les deux terroristes ont chopé, en fait. Tout à fait. Car au début du premier épisode, voilà, parce qu'au début du premier épisode, en fait, la messe est dite, hein, nos deux personnages ont volé en fait de la matière nucléaire. Voilà, que les Américains vont récupérer. Voilà, qui est très très sensible parce que avec cette matière nucléaire, on va vous faire un dessin, mais ils peuvent faire une bombe nucléaire. Donc, en fait, tout le monde a très peur de ça. En fait. Donc voilà, du coup, elle est très intelligente aussi, donc du coup, ça va être elle est monstrueusement, oui, c'est un monstre. Un très bon jeu entre les deux terroristes et elle le flic, Oui, et bien entendu, voilà, ça sera quelque part le second antagoniste, voilà, de l'histoire et qui est vraiment fabuleux, qui est là aussi, qui est très bien écrit, qui est tout en nuance, quoi. Qui elle, par contre, voilà, tu le vois rien qu'à sa tête, voilà, que c'est un personnage bien vicieux. C'est fabuleux parce qu'on sait pas, voilà, on sait pas si elle est vraiment perverse, si elle est bienveillante, si elle est, enfin, c'est vraiment terrible, quoi. C'est vraiment un personnage qui est très torturé en plus, c'est magnifique. Ça, voilà. C'est magnifique, voilà, ça, c'est très très beau. Bah écoute, moi j'aime bien, moi personnellement, j'aime bien le Nine, hein, qui pour moi quelque part est le héros, le grand héros de cette série-là, hein, parce que oui, c'est un peu lui qui fait tout, le fameux Nine est absolument incroyable. C'est un peu le chef de l'équipe, on va dire. C'est un peu le chef de l'équipe, tout à fait, et il est là, il est vraiment là en plus pour ouvrir les yeux un petit peu à toute cette société japonaise en fait qui s'est laissée un petit peu endormir par le système, quoi. Et c'est vraiment excellent, quoi. Ce personnage là est là aussi très très torturé aussi. Mais on le voit que souvent il est torturé par quelque chose qu'on comprend. On voit que c'est quelqu'un justement qui garde toute sa souffrance pour lui. Enfin, c'est assez intéressant, quoi. C'est en lui qu'on voit les fameux flashbacks de son passé. Oui, d'ailleurs, oui, voilà. Qu'on comprend. On sait qu'il souffre de cauchemars, de maux de tête. Enfin, c'est c'est très très légèrement distillé tout au fur et à mesure de la série, et c'est vraiment très très bien amené, quoi. Et ouais, et puis c'est vraiment un personnage aussi qui est d'une intelligence folle et d'un charisme fou aussi, surtout quand il a ses lunettes, hein. C'est Superman, quoi. Il a un petit peu la même aura que Superman, c'est plus le même quand il enlève les lunettes, quoi. C'est génial, c'est assez marrant, quoi. Ça. Donc voilà. Nous allons dire quand même un petit mot, ou même un grand mot,
sur le doublage français en fait. Parce que moi j'avais attaqué la série en VO sous-titré FR bien entendu. Et très vite en fait j'ai eu la flemme je pense, donc je me suis mis à la version française. C'est surtout moi qui suis arrivé que c'était mignon même. Oui, il y a toi qui arrive aussi. Et en fait la version française est très correcte, enfin même plus que correcte, elle est excellente. Et j'ai trouvé que le casting de voix était fabuleux. On retrouve d'ailleurs l'un de nos interviewés, un comédien fabuleux qu'on a eu vraiment le plaisir à interviewer aussi. C'est Arnaud Laurent justement, donc bien entendu connu pour la voix de Natsu dans Fairy Tail. Et là il fait justement la voix de 12 et justement il fait une interprétation encore qui est fabuleuse. Moi d'ailleurs je l'avais pas reconnu sur le coup. J'ai vraiment mis un petit moment avant de le reconnaître parce qu'il a pas forcément sa voix non plus à la Natsu ou à la où il est beaucoup plus débordant, je dirais, dans ses émotions. Là, c'est vrai que 12 est assez enfantin, mais il est un peu foufou, ouais, mais moins que Natsu. C'est assez enfantin, mais ouais, Arnaud Laurent donne quand même une véritable autre interprétation, quoi. Et donc c'est très très bien réussi d'ailleurs. Et bien entendu, nous retrouvons Jean-Marco Montalto, qui est entre autres la voix française de Hisoka dans Hunter x Hunter, qui a une voix absolument faite pour ce genre de personnage. Oui, mystérieux et calme. Voilà, les mecs sérieux, et calmes. Et intelligent. Hisoka est intelligent aussi. Voilà, oui, bien sûr, oui. Parce que quelque part, Nine est un petit peu le même archétype que le personnage dans Kuroko no Basket. Le fameux shooter à 3 points. Qui s'appelle, je vais me rappeler, qui s'appelle Shintaro Midorima. Mais oui, car qui double d'ailleurs aussi, qui double Shintaro Midorima, qui est exactement le même archétype que Nine. C'est vraiment le mec à lunettes, le beau gosse à lunettes, très grand, un peu froid. C'est vraiment ça quoi. Bien entendu, l'une de mes comédiennes aussi préférées, on l'entend énormément d'ailleurs, c'est Caroline Combe aussi, qui fait d'ailleurs qu'on reconnaît pas aussi presque. Elle fait la voix justement de Lisa Mishima ou Risa. Après Lisa, elle parle pas énormément non plus. C'est vrai qu'elle parle pas énormément, mais elle est très importante quand même. Oui. Parce que justement au début, elle est très dépressive, donc elle a une autre voix. Elle a une voix très fluide, très discrète. Et en fait, au moment où en fait elle va venir vivre avec nos deux héros, elle va devenir un petit peu plus extravertie. Et donc du coup on va l'entendre un peu plus, mais du coup elle va changer de voix. Et ça c'est assez fort aussi. De réussir à donner tout un ton différent à un même personnage. Et j'avoue que Caroline Combe de toute manière elle fait Pito dans Hunter x Hunter aussi. Tu t'imagines un petit peu l'écart du personnage. Elle est capable de tout interpréter, ce Caroline Combe, elle est faible. Bien entendu Shibazaki, nous retrouvons le grand comédien Philippe Roulier, qui a justement bossé sur une autre œuvre de Shinichiro Watanabe, qui est Cowboy Bebop, dont il fait Jet Black, justement, il fait la voix de Jet Black. Il est connu pour ça d'ailleurs, hein. C'est un de ses grands rôles en matière d'animé. Et vraiment, ce petit casting déjà est vraiment fabuleux, quoi. Là, pour le coup, vous avez tous les personnages, vous avez fait tous les personnages principaux. Sauf Five, ouais, qui est Pauline de Merville. Five, qui est doublée par Pauline de Merville, qui est un peu moins connue quand même. Mais bon, qui fait aussi le boulot, hein. Et j'avoue que rien que le petit encart personnages principaux est vraiment très très bien maîtrisé, et c'est absolument génial, hein. Vous pouvez regarder la VF, elle est absolument géniale. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc, de quoi tu veux qu'on parle? Je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, hein. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette série-là, c'est qu'il y avait aussi, j'ai trouvé qu'il y a un petit côté Sherlock Holmes, avec justement le fameux duo Shibazaki et Mukasa. Parce que, à certains moments, il y a cette espèce de duo un petit peu à la Sherlock et Watson, où en fait, tu as Mukasa qui sert un petit peu de Watson à Shibazaki, et Mukasa, en fait, il est là pour des fois ramener Shibazaki à quelque chose de simple. T'as pas trouvé là?
À un moment donné, il a des espèces d'éclairs. Tu sais, il donne des espèces d'éclairs de génie à Shibazaki. Et en fait, un petit peu comme Sherlock Holmes, tu comprends que Shibazaki est allé trop loin. Et aller trop loin dans la complexité de son esprit diabolique. Et qu'en fait, il a besoin d'être ramené à quelque chose de plus terrien, on va dire. Et justement, à chaque fois, c'est Mukasa qui ramène ce truc-là, en fait. C'est ça qui est rigolo, en fait. C'est qu'on n'attend rien de ce personnage-là, finalement, parce que c'est vraiment le personnage le plus inutile, quoi, qui soit. Mais à 2-3 moments donnés, il va vraiment l'aider sur certaines énigmes. Parce qu'il va le ramener, justement, à quelque chose de plus basique. Et ça, j'avais trouvé ça assez excellent aussi. Cette espèce de faux duo, quoi. Surtout qu'en fait, Shibazaki, à chaque fois, il va revenir aux archives pour sa tranquillité, je dirais, alors que normalement, il devrait être au bureau de la criminelle, quoi. Donc c'est assez rigolo, quoi. Après, je pense qu'on peut dire aussi que je pense que la fin, on s'y attend pas forcément, je pense. Ah, c'est possible, oui. On ne dira rien sur la fin. On va pas dire la fin, mais bien entendu. Je pense qu'il y en a qui pourront être surpris, peut-être par la fin. Je pense que la fin va elle est bien, elle est très bien. Je pense que la fin va en surprendre plus d'un. Oui, car elle est très très bien la fin. Moi, j'avoue que j'ai chialé à la fin. Tellement c'est beau. Et c'est très bien amené. Et non, mais la fin est magnifique. Donc, sur ce... Voilà, mais je pense qu'on a vu le temps sans trop en dire, sinon on gâche tout. Nous allons finir là. Oui. Nous allons finir là sur Terror in Resonance, avant-dernière production de Shinichiro Watanabe, pleine de poésie et de bombes atomiques. Alors c'est étonnant qu'il ait rien fait depuis. Ouais, oui, alors, il va revenir. Ce diable de Watanabe, il va revenir. C'est un génie. Marc, il en fait peu, mais il les fait bien. Ouais, tout à fait. Il est un petit peu à la Kubrick, je trouve. Il fait toujours des petites séries, mais très très longtemps avant de refaire des séries, des fois. Et puis, par contre, quand il fait des séries pas très longues, parce que quand il revient, le titre... épisodes, non? Il fait toujours des short séries, ouais. C'est ça qui est bien, c'est vite fait, c'est bien. Et il fait toujours ses plus grosses séries, ça fait 26 épisodes. T'as Cowboy Bebop, Samurai Champloo, et puis c'est très bien comme ça, quoi. D'ailleurs, Samurai Champloo, faut que je la regarde. Toujours avec des espèces d'épisodes auto-conclusifs. Mais où il y a toujours un fil rouge, justement. C'est ça qui est intéressant aussi dans le scénario, ou dans les scénarios justement qu'écrit Watanabe, quoi. C'est vraiment, il y a toujours quelque chose qui rattache chaque épisode les uns aux autres. C'est ça qui est génial. Bon, à part Terror in Resonance, où là c'est vraiment tout un suivi, quoi. Et c'est ça qui est bon et qui rend addict. C'est qu'on veut savoir ce qui va se passer après. Donc voilà, foncez aller le voir, elle est sur Netflix en ce moment. Ouais, tout à fait. Ils ont eu la bonne idée de récupérer justement tout le catalogue de Watanabe, presque tout le catalogue. Ouais. Je crois et franchement, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir si vous n'avez pas vu, si vous avez fait l'erreur comme moi de ne pas avoir vu Terror in Resonance en 2014. Rattrapez-vous vraiment, parce que moi, comme je me suis dit, mais comment ai-je pu laisser passer une telle série pleine de suspense, de climax, de héros attachants. Ah là là, magnifique. Simplement magnifique. Avec une BO à tomber par terre. Moi, je vous conseille les titres Walt et Crystallized de Yoko Kanno qui font tout. C'était des machins tout au piano, là, c'est fabuleux. C'est fabuleux, ça vous transporte. Voilà. Bah écoute, on va vous laisser. Sur cela, nous vous laissons à vos diables d'occupation. Et nous vous disons à la prochaine pour un nouveau podcast sur le blog lesdessinsanimés.fr. À la prochaine tout le monde. À la prochaine. Ciao. Ciao.